Bonjour à tous, Stéphane Parent, directeur général d'Espace OBNL. Aujourd'hui, sujet du jour, pénurie de main-d'œuvre, qu'on combine avec un autre sujet du jour, transformation numérique. Ce qu'on va regarder aujourd'hui avec notre expert invité, on va discuter de pourquoi on peut intégrer la technologie et en quoi les transformations numériques peuvent avoir une influence sur nos embauches et venir un peu apaiser les effets de la pénurie de main-d'œuvre. J'ai la chance aujourd'hui, pour parler de ce sujet-là, de recevoir David Chartrand, qui est le président de Novatic. Bonjour David. Bonjour Stéphane. Peut-être d'entrée de jeu, des gens ne te connaissent pas. Je vais te laisser te présenter pour ceux qui écoutent cette capsule et qui n'ont pas vu les autres. Donc, vas-y, mon cher. Oui, merci Stéphane. Donc, moi, je suis un entrepreneur social depuis toujours. À la base, j'étais enseignant de mathématiques au secondaire et c'est là que j'ai parti la startup Challenge You. Donc, j'ai parti dans mon sous-sol, on a monté ça à 50 employés et ça a été toute une aventure là, de créer des cours en ligne, mettre des centres d'appel, automatiser des processus pour rester efficace et suivre notre croissance. Et depuis 2019, en fait, j'ai lancé Novatic, une agence qui se spécialise dans l'accompagnement des organismes à impact social dans leur transformation numérique. Donc, autant l'efficacité opérationnelle, ce qu'on parle aujourd'hui, que l'expérience utilisateur ou la gestion des processus. Merci, David. Écoutez, ceux qui écoutent, vous vivez la pénurie de main-d'œuvre, vous en souffrez. Certains d'entre vous, vous êtes à la limite de la capacité opérationnelle de ce que vous êtes capable de déployer. Je sais même qu'il y en a qui ont coupé, par exemple, des heures d'ouverture, qui ont coupé des services à cause des problèmes à trouver du personnel, à le garder, et ainsi de suite. La pénurie de main-d'œuvre, par contre, ça peut se régler par une partie d'automatisation, par une partie de numérisation, puis surtout, un gain en efficacité. David, d'entrée de jeu, qu'est-ce que tu vois dans les tâches, les responsabilités puis les actions dans les OBNL qui peuvent être améliorées ou remplacées par des outils technologiques qui automatiquement vont réduire les besoins de personnel? Là? Juste pour, parce que là, on est dans les concepts, là, mais si on met ça là, au plancher des vaches, là, Oui, bien, très, très concrètement, je dirais toutes les tâches sans valeur ajoutée, et là, le mot est important, sans valeur ajoutée. Tu sais, la valeur ajoutée d'un humain, je pense, c'est dans sa créativité, c'est dans les interactions sociales, mais tout ce qui est copier-coller de l'information, de l'entrée de données, manipuler des dollars, les mettre dans une boîte, classer des documents, envoyer des courriels à répétition, scanner des reçus de compte de dépenses, tout ce qui est de la manipulation d'informations, je veux dire comme ça, de la manipulation d'informations sans qu'une réflexion humaine soit nécessaire, peut être remplacé. Même répondre à des questions qui rentrent sur le courriel et répondre à tous les jours à des questions similaires de jour en jour, de jour en jour. Il n'y a pas une valeur ajoutée à faire ça. Donc, je vous invite à y penser. Là. Je suis sûr que vous-même, dans votre quotidien, il y a plein de choses que vous faites en vous disant des fois pourquoi je suis en train de faire ça. Mais c'est ce genre de tâches-là qui peuvent être automatisées par des systèmes informatiques. je pense qu'on peut parler de deux exemples. Là. Tu parles de répondre à des questions. Donc, vite fait, ça peut être l'addition de ce qu'on appelle un robot conversationnel, là, un chatbot sur le site Internet dans lequel 80% des questions qui reviennent sont répondues automatiquement. Fait que ça, déjà, ça nous évite d'avoir quelqu'un au bout du téléphone à répondre. Surtout, je pense à certains organismes là, comme les festivals ou certaines associations professionnelles où il y a beaucoup de volume d'appels, mais ces volumes d'appels-là, c'est tout le temps les mêmes questions. C'est tout le temps la même question. Puis la solution, ça peut être un chatbot, un robot conversationnel, ou tout simplement, parfois, ce n'est que refaire la vitrine du site Internet pour mettre de l'avant les questions, les 10 questions qui reviennent tout le temps, un peu comme une FAQ, une fois aux questions, mais l'intégrer à la page. Parce que, bon, il y a le réflexe d'en bas, mais sans que ça soit si compliqué non plus, on peut tout simplement mettre à jour l'information, changer la hiérarchie d'information pour que les réponses s'y trouvent. Deuxième exemple qu'on peut donner, on en parlait un petit peu avant de tourner, c'est la mise en place de bornes, disons, dans une attraction touristique. Au lieu d'avoir 3 caisses pour vendre les billets dans un musée, tu pourrais avoir une caisse, mais avoir 2 bornes, un peu comme on voit actuellement, disons-le, là, chez McDo. Et c'est beaucoup simplifié Ah oui. l'embauche. Là. Une Ben, autant borne, chez McDo que oui, dans oui, les épiceries. oui, Donc, les les bornes pour épiceries. commander chez McDo qui envoie la commande, qui l'imprime, et ensuite qu'on appelle le client avec le numéro de sa commande, ou dans les épiceries libre-service où est-ce que le client doit scanner lui-même ses effets. Mais on voit de plus en plus ces technologies rentrer dans les magasins et je vous le prédis, là, dans les prochaines années, ça va se faire assez rapidement.
on va les voir, on va voir cette technologie-là exploser partout, autant à l'entrée des musées, on l'a aussi dans les cinémas présentement, mais dans tous les commerces, on va se retrouver de plus en plus avec des bornes comme ça. Puis la raison, puis je tiens à le mentionner parce que c'est un chiffre que je trouve alarmant, mais vrai. Le ministre du Travail en parlait récemment. 300 000 postes vacants présentement au Québec et on prévoit 1,4 million en 2030 de postes vacants. Donc, la situation va continuer d'année en année à s'aggraver et on n'aura pas le choix d'être plus efficace dans tout ce qu'on fait. On parle de 10 à 15 ans de déficit structurant là, au niveau de la main-d'œuvre. C'est pas un problème qui va disparaître demain matin. Non, non, vraiment pas. Alors, aussi bien s'y mettre, et les solutions sont là, et il y en a de plus en plus qui émergent à tous les jours, tant le besoin est grand. Oui, puis il y a une démocratisation des solutions aussi. Je vais donner un troisième exemple, ne serait-ce que juste d'avoir des ordinateurs pour permettre l'inscription des gens lorsqu'ils arrivent à un congrès ou à un événement. À travers un système de billetterie relativement standardisé, on vient de couper le personnel d'accueil de moitié. Là. Fait que oui, simplement en scannant les billets. Oui, scanner les billets ou avoir des scans aux portes des salles de conférence, par exemple, là, ou ainsi de suite. Là. On vient d'enlever une partie de l'élément humain. On en garde une partie pour l'accueil, le sourire, puis certaines questions, mais on vient de diminuer les besoins de manière assez drastique. Là. Oui, et aujourd'hui, avec la pandémie qu'on a vécue là, dans les dernières années, la quantité d'entreprises qui existent, qui offrent des solutions clés en main à des prix relativement bas pour, par exemple, faire un événement, acquérir les billets, avoir des billets numériques, les scanner, tout ça, clés en main à très peu de frais. Il y en existe des dizaines aujourd'hui. Donc, c'est plus quelque chose de complexe. Il suffit de faire quelques recherches et c'est très abordable. As-tu d'autres exemples de technologies qui peuvent réduire nos besoins de main-d'œuvre à part les 3-4 qu'on vient de donner? En fait, ça dépend. Je peux peut-être en parler par catégorie. Juste parce que c'est intéressant de l'illustrer, parce que je pense qu'actuellement, c'est très. Le gain d'efficacité ou le remplacement par des humains, c'est encore quelque chose de très abstrait dans la tête de beaucoup de gestionnaires. Oui. Je vais commencer tout simplement avec l'efficacité opérationnelle interne. Donc, je vais prendre un exemple de base, avoir un CRM. Avoir un CRM qui est un Customer Relationship Management System. Donc, c'est un outil pour avoir les données sur nos contacts essentiellement. Donc, autant nos clients, nos membres, les fournisseurs avec qui on fait affaire. Donc, c'est une base de données essentiellement où est-ce qu'on a les noms, les adresses, les numéros de téléphone, les interactions qu'on a eues avec ces gens-là, par date, leur type d'utilisateur. Donc, c'est une base de données. La plupart des gens ont des bases de données comme ça dans des Excel. Ultimement, on peut utiliser Excel comme un CRM. Le défi avec les Excel, c'est que souvent, la maintenance n'en est pas si rigoureuse. Finalement, il y a un deuxième Excel qui se crée, un troisième, puis là, on se commence à dédoubler l'information, pardon. Et c'est là qu'on devient vraiment inefficace parce que là, on copie-colle l'information d'un Excel à l'autre, on l'a ici. Et ensuite, quand on veut utiliser cette information-là, on doit faire beaucoup de manipulations dans nos Excel pour en sortir la liste de nos clients qui étaient là à l'événement de l'année passée parce qu'on veut leur renvoyer un courriel cette année. Donc, là, on fait beaucoup de copier-coller de Excel. Je copie la liste, je le colle là, je m'envoie dans mon Gmail. Bon. Donc, tous ces clics-là peuvent être évités et centralisés dans un CRM, qui est dans le fond un logiciel qui est spécialisé à gérer des contacts. Donc, ça devient une base de données universelle où est-ce qu'on peut donner des codes d'accès à nos différents employés pour qu'ils viennent les populer. Et dans le fond, l'idée, c'est qu'on a une seule source de données. C'est ça le mot-clé. Si on a une seule source de données dans laquelle tout le monde travaille, mais c'est plus facile ensuite quand on veut faire des communications de groupe. On prend la seule source de données, on la filtre. Je veux les gens qui ont participé à l'événement l'année passée, qui ont fait un don de plus de 20 et je veux leur envoyer un courriel à ces gens-là. Puis le CRM permet de tracker, de garder en mémoire toutes les interactions et les communications qu'on a fait sur ces gens-là. Donc, c'est un outil incontournable, mais sans ça, on le fait, mais c'est un fouillis de manipulation et de copier-coller. Il y a beaucoup de pertes d'informations puis de données non à jour aussi là-dedans. Ah, certainement. D'autres exemples de technologies, tu as parlé du CRM, mais peut-être une autre pour illustrer. Là.
Oui, ben, j'en nommer quelques-uns en rafale, là, tu m'arrêteras. Là. Simplement, les comptes de dépenses, si vous gérez des comptes de dépenses à l'interne, le monde vous envoie des factures. Tu sais, prendre la facture, la donner dans une enveloppe ou prendre en photo, envoyer la photo, la personne le prend, elle rentre elle envoie à la comptable rentre ça dans le système informatique, émet un chèque, te repaye. C'est compliqué, il existe plein de logiciels aujourd'hui, Expensify, juste pour en nommer un. Les gens sont sur le téléphone, tu le prends en photo, ça le lit automatiquement avec une intelligence artificielle, ça le classe, ça l'envoie à la bonne personne, c'est connecté à QuickBook, tout arrive tout seul, puis à la fin, il y a une approbation par le superviseur et c'est payé directement dans le compte. Donc, juste là, à tous les mois, on vient de sauver 2-3 heures. Si ce n'est pas 10, là, si on additionne tout le monde dans la chaîne. Donc, c'est des petits détails comme ça. En fait, je vous invite juste à penser qu'à chaque fois que vous travaillez, pensez, est-ce que ça vaut la peine, ce que je suis en train de faire? Il doit exister une solution qui le fait plus simplement. Et la réponse, c'est presque toujours oui. Il suffit de la chercher, de la mettre en place et d'investir. Donc, compte de dépenses, comptabilité, vos gestions de tâches à l'interne aussi. Comment vous organisez? Comment votre équipe gère ses tâches au quotidien? Comment est-ce qu'on sait qu'on est aligné sur un projet? Donc, un simple outil de gestion de projet, c'est un must dans les équipes qui collaborent. Donc, que ce soit un Monday ou un Asana, parce qu'on peut se donner des objectifs, on les met dans le temps, on sait quelles tâches on fait. Donc, ça, c'est des outils assez simples. Mais sinon, par exemple, pour la réservation en ligne, si vous avez un site transactionnel où est-ce que vous vendez des produits ou si les gens peuvent adhérer à votre organisation avec des paiements ou des transactions, ça vous prend un système pour gérer les paiements et idéalement que ça soit connecté directement à votre compte bancaire. Donc, il existe des solutions tout en main. Si vous vendez des produits physiques, vous pouvez avoir un Shopify. Si vous voulez plutôt réserver pour des services, vous pouvez prendre un Réservotron ou quelque chose comme ça. Si vous faites de l'événementiel, à ce moment-là, vous pouvez utiliser un logiciel pour organiser votre événement, vendre vos billets. Mais si vous n'avez pas ça, à ce moment-là, vous vous retrouvez avec un fouillis de oui, j'ai un site, puis quand la personne clique, ça m'envoie un courriel, je dois lui préparer la facture, envoyer la facture en PDF, et il y a une perte de temps incroyable. Donc, bon, ça, c'est quelques autres exemples là, de logiciels. Ce que je me rends compte, c'est que quand on parle de technologie, on va souvent parler de gros montants. Mettons un 50, 75 000 facilement. Puis ça fait peur, ce montant-là. Mais pourtant, quand on parle d'embaucher une personne, on va parler de 50 à 75 000 encore là, mettons, ou peut-être moins, là, mais on parle quand même de gros chiffres quand on embauche quelqu'un, mais on a moins de problèmes à payer pour des ressources humaines plutôt que payer pour de la technologie. Il y a comme un réflexe d'engager, c'est plus simple d'engager quelqu'un qui fait une tâche manuelle mais qui a fait pour rien que de transformer ça en technologie. As-tu des pistes de solutions pour régler un petit peu ce problème-là là, au niveau d'envisager montant? Oui, ben en fait, c'est un très bon point. Je n'ai pas de solution miracle parce que je pense que c'est bien ancré. Moi-même, j'ai encore ce réflexe-là souvent parce que engager un humain, tu te dis, bon, l'humain va être capable de se débrouiller, savoir ce qu'il va faire, puis l'humain va être capable de patcher ce qu'on n'a pas optimisé. Mais ce n'est qu'un baume sur la plaie. Et ça va être encore pire dans le futur parce qu'à cause de la pénurie de main-d'œuvre, il va quand même avoir beaucoup de pression sur nos employés qui vont se faire offrir d'autres emplois ailleurs. Donc, si la satisfaction employée n'est pas grande à l'interne, si vos employés, finalement, on les engage, mais ils font beaucoup de tâches de copier-coller, puis de perte de temps, puis de manipulation d'informations, ils ne seront pas nécessairement heureux au travail, ils ne seront pas en train de se dépasser ou avoir un sentiment là, d'accomplir quelque chose de grand. Donc, en pourcentage, là, imaginez vos employés, vous voulez qu'ils passent 80 si ce n'est pas 100 de leur temps à avoir un sentiment d'accomplissement puis à pousser votre organisation. Mais s'il y a un 40-60 de leur temps que c'est manipuler de l'information, vous allez les perdre, vous allez les démotiver. Puis au final, votre investissement de 50 à 75 000 qui va avoir pris 6 mois à onboarder, former, rentrer dans votre organisation, bien, vous allez la perdre et vous allez retrouver avec le même problème. Donc, c'est un changement mental. On n'est pas obligé toujours de mettre 50 à 75 000. Des fois, un 10-15 000, c'est suffisant pour ajuster un processus ou automatiser certaines étapes. Et ça va rendre tout le monde dans l'organisation plus content, plus heureux. Et ça va libérer du temps. Hein. Si on vous a une organisation de 10 personnes, si tout le monde est efficace 10 de plus, vous venez d'avoir une nouvelle personne dans l'organisation, en temps, en bonheur et en implication. Donc, c'est un pensez-y bien, mais on a encore le réflexe là, que tu as décrit, Stéphane.
Ouais, malheureusement. Puis je le vois avec certains conseils d'administration qui ont de la misère avec la résistance au changement au sens large aussi. Là. Tu sais, le nombre de fois où à une certaine époque, les médias sociaux, ça c'est une mode, ça va passer. Formation en ligne, on va revenir en présentiel bientôt. Là, tu sais. On entend des discours de résistance au changement, puis je pense que tu sais, la nécessité est la mère de toute invention, là, mais là, on est rendu dans le fait où la nécessité d'améliorer les processus numériques, elle est obligatoire du fait qu'on a de la misère à recruter ou à garder, à fidéliser. Mais puis je reviens sur l'élément dont tu as parlé, qui est la motivation reliée aux tâches récunies. Effectivement, c'est un élément important. Tu sais, oui, si on peut embaucher quelqu'un à faire une tâche très basique, puis il ne nous coûtera pas cher, ça va coûter moins cher que se doter d'une billetterie en ligne, par exemple. Mais à quel point une tâche abrutissante va avoir un impact sur notre taux de roulement, je pense qu'il ne faut pas le négliger. Puis l'autre élément là-dedans, si on reste sur l'élément plus relié aux ressources humaines elles-mêmes, ben, on déplore souvent que les gens ont des lacunes en technologie. Puis que le fait que c'est des lacunes individuelles, ben, ça va ralentir l'adoption de nouvelles façons de faire. Puis tu sais, le nombre de fois où, tu sais, moi, là, j'ai pas le goût de mettre ça en place parce que chez nous, là, il y a telle personne, là, elle n'est pas bonne avec ça, l'électronique. Là. Fait que là, tu te dis, OK, là, ben, tu sais, ma comptable, là, elle travaille encore sur du papier. J'ai entendu celle-là aussi. Fait qu'on entend ce bout-là. Toi, t'en penses quoi de cet enjeu-là? Là? Bon, mais ça touche, en fait, c'est crucial. C'est extrêmement important que votre équipe soit on board, je m'excuse pour l'anglicisme, il faut qu'ils veulent participer au changement et à la transformation numérique. C'est un must. Et la raison, c'est que tu as parlé de mode tantôt. On pense que les médias sociaux, ça va être une mode. On pense, même l'Internet, on pensait que c'était une mode au début. Oui, effectivement. Ça Là, aussi, je pense que là, ça fait assez longtemps qu'on le voit, là, que c'est des modes. TikTok, c'est une mode. Non, c'est pas une mode. Là, ça va éclipser les autres médias sociaux. Tout change tout le temps. Donc là, ce qu'il faut réaliser, puis ça fait assez longtemps que ça bouge, là, on doit juste l'accepter. Le monde va continuer à changer constamment, puis à tous les 5 ans, ça va être différent. Tu sais, les casques, juste prendre un exemple, on a des casques de réalité virtuelle. Les gens en ce moment, ils disent que c'est une mode. non. Mais ça ne le sera pas. Dans 5 ans, vous allez probablement porter un casque de réalité virtuelle pour travailler ou faire des rencontres ici et là. Et dans 10 ans, dans 15 ans, ça va être tout le monde, tout le temps. Ça va évoluer, dans quelle forme, mais il faut se mettre dans ce mindset-là. Pensez pas que ce sera des modes. Pas mal sûr, ça ne le sera pas. Donc, si on accepte ce principe-là, à ce moment-là, on n'a pas le choix d'avoir une culture, puis le mot culture est important, une culture d'amélioration continue. Puis je ne parlais pas de transformation numérique parce que ce n'est que si on est dans une culture que les choses changent tout le temps et on doit constamment s'améliorer puis s'adapter, on va suivre le flow et être capable d'apprendre les outils. On ne peut pas tout apprendre ce qui va exister dans le futur, mais on doit être dans le bon mindset, dans le bon état d'esprit pour faire face au changement et l'embrasser plutôt que résister. Donc, pour revenir à ta question concrète, comment on fait ça avec des employés qui sont réfractaires ou qui, bon, premièrement, ça part de la direction générale. Il faut absolument que la direction générale le vive. Si la direction générale n'est pas elle-même, embrasse pas elle-même le changement et la culture d'amélioration, bien, ça va être dur d'insuffler un changement dans l'organisation. Donc, si ce n'est pas le cas avec vous, je vous invite à faire 2 choses. Il faut que vous trouviez un mentor ou de l'accompagnement pour vous aider à embarquer dans ce mindset-là afin d'inspirer vos employés. Et vous devez mettre la main à la pâte avec les outils. On n'a pas le choix de les manipuler. On ne peut pas se dire tout le temps, on va engager quelqu'un de TI là, qui va les configurer, les outils pour nous. Ça, c'est une mauvaise pratique parce que vous allez tout mettre le savoir dans quelqu'un et vous allez vous débarrasser du problème. Quand cette personne-là va quitter, le problème va revenir à vitesse grand V. Donc, c'est vraiment important que vous-même, vous utilisez les outils et que vous soyez convaincu par la culture ou l'esprit d'amélioration continue. Bon, ça, une fois que vous l'avez, là, il faut l'insuffler à vos employés. C'est un peu par la même approche. Il faut leur donner le temps et la formation pour le faire. Il y a des belles subventions, entre autres avec Emploi Québec, pour la formation des employés qui sont subventionnés jusqu'à peu près 85 pour apprendre des nouveaux logiciels, apprendre à travailler dans ce sens-là. Mais ce qui est très important, avant de leur payer des formations, il faut que les gens adhèrent à la vision de transformation continue. Et malheureusement, il y a toujours des gens qui vont être constamment réfractaires au changement, mais ma recommandation, c'est que ces gens-là ne seront plus aptes bientôt à travailler dans votre organisation. Donc, je vous invite à faire tous les efforts
pour leur valoriser l'importance de tout ça, leur donner les moyens, la formation, le temps. Mais à un certain point, des fois, il faut fermer le poste parce que ce poste-là n'existe plus dans l'ère d'aujourd'hui, en 2022, et on doit passer à autre chose pour se moderniser. Donc, des fois, c'est des choix difficiles aussi, mais toujours laisser la chance à tout le monde de contribuer. Je pense que tu abordes indirectement quelque chose de super important qu'il faut préciser. Tu sais, quand on rentre l'efficacité, ça nous permet des fois pas de combler des postes, mais ça va nous permettre de faire des changements majeurs dans l'organisation qui vont nous permettre de récupérer à gauche et à droite. Fait que peut-être on pourra peut-être pas remplacer la personne qui a quitté, mais peut-être qu'on a une personne en place dont le poste n'est pas nécessaire, puis ça va nous libérer de la masse salariale ou de la disponibilité pour améliorer le poste puis recruter, et ainsi de suite. Fait que je pense que c'est important aussi que comprendre que le numérique, c'est pas une solution à tous les enjeux, mais que ça peut donner un outil pour revoir ce que certains font et pour redonner de la disponibilité aussi par la suite. Puis amener différents styles de gestion, plus de pigistes, des contractuels, ainsi de suite, aussi, ou des gens qui sont à temps partiel ou en télétravail. Dernière question, mon cher David, en finissant. Parler de chantier numérique, ça fait peur. As-tu des conseils pour contrer ces peurs-là? Oui, mon conseil, c'est de ne pas parler de chantier numérique parce que ça fait peur, justement. Mon conseil, c'est de parler du besoin. Puis je parle tout le temps de ça. Moi, le why, c'est ce que je parle le plus à mon équipe, pourquoi on fait les choses. Donc, si on est capable de dire, de se regarder, là, puis d'être franc là, avec soi-même, puis avec son conseil d'administration, puis avec sa direction interne, puis se dire, on a des défis de pénurie de main-d'œuvre. On n'est plus capable de faire la job comme qu'on faisait avant. On a de la difficulté à rejoindre nos clientèles. Quand on regarde les faits, on a des défis opérationnels qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Et si on s'entend d'abord là-dessus, on doit changer. Le statu quo n'est pas une option, on n'y arrivera pas. C'est beaucoup plus facile après ça d'embarquer dans un chantier numérique parce que c'est une solution qui est logique et qui découle de soi. Mais si on se met à parler d'outils, on peut se perdre facilement là, dans les solutions, puis pourquoi TikTok plutôt que telle affaire, pourquoi un chatbot plutôt que mettre à jour le site. Mais revenons sur le pourquoi on essaie de faire les choses et après ça, explorons les pistes de solutions possibles et mesurons-les sur nos objectifs. Est-ce que cette solution-là semble avoir plus de résultats potentiels sur nos objectifs et c'est ce qui va nous guider dans nos choix? David, un gros merci. Écoute, je pense que ça place la table à plusieurs changements, au moins des débuts de discussion auprès des conseils d'administration et des comités de direction sur différentes possibilités pour peut-être revoir l'ensemble des ressources humaines. Pas au niveau des fonctions nécessairement, mais est-ce qu'on a besoin d'autant de monde que ce qu'on a? Ça, c'est la question, je pense qu'il faut qu'on se pose. Puis, est-ce qu'on peut faire les choses plus efficacement aussi? Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. David, un gros merci. Et je vous souhaite à la prochaine. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.